Bonjour, bienvenue sur le podcast du temps perdu. Bonjour Doki Doc, comment ça va? Mais ça va, Orchidée, et toi? Ouais, bah écoute, très très bien. Une bonne semaine encore de passé, où on a eu quelques résultats macroéconomiques des différents constructeurs qui nous font dire quand même que globalement le jeu vidéo se porte très très bien. Mm. Si on met de côté le lancement des consoles de nouvelle génération. Mais au global quand même on est sur une phase ascendante du jeu vidéo, confinement et restrictions aidantes, je pense, évidemment. Ah oui, ouais, ça a accéléré les choses, bien sûr, hein. Ouais. Donc là, c'est Sony qui a publié ses résultats récemment, qui sont excellents, annuels. Alors, pareil pour Xbox avec le Game Pass qui augmente, et Nintendo au top de sa forme avec des records de vente de consoles. Bref, tout ce petit monde du marché du jeu, du salon au portable se porte très très bien. Et tout ça pour dire que on enchaîne tout de suite avec une revue de jeu cette semaine. Et ce jeu, c'est The Medium par la Bloober Team. De retour sur le podcast du temps perdu. Alors, Doki Doc, The Medium, quelles ont été tes premières impressions? Quels ont été tes premiers pas sur le jeu? Alors, il faut savoir déjà que The Medium, c'est le premier réel jeu de la nouvelle génération pour Microsoft, puisqu'il est essentiellement il est exclusif, pardon, à la Xbox Series S, Series X et PC. Donc, il ne tourne pas sur Xbox One X, sur Xbox One Flat ou Xbox One S. Tout simplement, donc on a vraiment, ça y est, on a le démarrage enfin avec des exclusivités qui arrivent, et ça fait plaisir, ça donne envie du coup voilà de passer à autre chose. Qu'est-ce que c'est que The Medium? Déjà savoir que Bloober Team, c'est un studio polonais qui a un peu plus de 10 ans d'expérience maintenant, qui a quand même montré un certain savoir-faire sur les jeux à ambiance un peu horrifique. On a eu dernièrement le Blair Witch, qui est pas un mauvais jeu, qui se retrouve aujourd'hui sur Microsoft. C'est un studio appartenant à Microsoft, il travaille essentiellement avec eux. Ah, d'accord. On a Observer aussi, de la même manière, qui va avoir une ambiance peut-être un peu moins horrifique, mais toujours avec une ambiance un peu pesante. Et donc là, en gros, on se retrouve plongé dans un jeu qui va mêler, on va le voir, ancienne génération de jeux horrifiques et nouvelle. On va commencer directement par un petit pitch. En gros, on contrôle Marianne, donc, qui est une femme d'une vingtaine d'années, donc qui se retrouve en 1999 dans l'Europe de l'Est, donc à Cracovie, pour être exact. Et en gros, cette personne a la capacité, depuis toute petite, depuis son enfance, de pouvoir voyager entre deux mondes, c'est-à-dire le monde matériel, celui qu'on connaît, le monde réel en fait, et le monde spirituel où on va rencontrer des âmes un peu perdues, ou une autre facette en fait du monde dans lequel on vit. Le jeu commence le jour d'ailleurs des obsèques de son père adoptif, qui, on l'apprend dès le départ en fait,
lui a appris à accepter ce pouvoir-là et pourquoi pas même s'en servir un petit peu. D'ailleurs, pour remettre un peu le lien sur l'ambiance un peu lourde, il faut savoir que ce personnage qui s'appelle Jack tient en fait une maison funéraire. Hein. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Voilà. On n'est pas là pour rigoler. Hein. On va être très clair. Et d'ailleurs, pendant cette journée, donc un peu lourde pour elle psychologiquement, elle reçoit un appel d'un homme mystérieux, on ne sait pas trop qui c'est, qui dit la connaître, qui dit connaître son secret, donc le fait qu'elle puisse voyager entre ces deux mondes, et exactement, et le fait qu'elle puisse, et le fait aussi qu'il connaisse d'autres informations la concernant. Et il lui demande tout simplement de venir l'aider, de le rejoindre également dans un ancien complexe hôtelier de l'ex-URSS. Le jeu se passe, donc, comme je disais, à Cracovie, et on va retrouver vraiment l'ambiance lourde post-mur de Berlin. Et donc cet hôtel, c'est l'hôtel de Niwa, qui est un vrai hôtel d'ailleurs, qui existe vraiment, on peut retrouver sur Google Earth ou autre, donc qui a servi de modèle en fait aux développeurs. Donc voilà, l'ambiance est une bonne architecture soviétique hein, quand voilà. Même, un environnement pesant. Ah oui, alors là, je peux vous assurer que là, si vous aimez ce genre de choses-là, il n'y a aucun problème. Hein. Vous allez être servi. On va voir ça très rapidement. C'est un jeu qui pour moi en fait est un hommage aux anciens jeux d'horreur japonais, surtout des années 90-2000. On va retrouver énormément de références. On va le voir au premier Resident Evil 1 et 2. On va retrouver les Silent Hill, surtout les Silent Hill d'ailleurs 1 et 2, avant qu'ils soient rebootés avec les Silent Hill 7 et le futur 8 qui va sortir dans pas longtemps. D'ailleurs, ils ont même été chercher Akira Yamaoka, qui est l'un des auteurs des OST des premiers Silent Hill. Donc on voit vraiment que c'était quelque chose qu'ils voulaient vraiment intégrer dans leur développement. Un héritage. Ah, complètement. Se pose comme l'héritier des jeux à la Silent Hill des années 90, des jeux à ambiance donc. Oui, exactement, mais même dans son gameplay en lui-même. Là, on va passer à la partie gameplay, mais concrètement, c'est une caméra fixe qu'on va avoir, qui va nous montrer que le personnage va naviguer dans des pièces avec une caméra fixe qui est dans des angles. Alors, qu'est-ce qu'on y fait ? Alors, on se balade à l'intérieur des pièces. En gros, on va avoir des simili-énigmes, on va avoir des personnages qui vont apparaître, mais toujours dans une ambiance assez feutrée. C'est-à-dire qu'il n'y a que les cinématiques où on va vraiment avoir des mouvements de caméra un peu cinématographiques. Sinon, on va vraiment avoir une caméra fixe dans des angles, que ce soit dans des couloirs ou dans des pièces. Et en fait, le personnage va se balader dans cet angle de caméra réellement. Même en extérieur, la caméra elle est un peu plus libre, mais elle va suivre toujours le personnage qui va se balader. D'ailleurs, la caméra nous pose en spectateur. Oui, exactement. Exactement. Comme si on était dans un coin de la pièce, là, on était assis sur une chaise, là, puis on regardait ce que Marianne, parce que c'est le nom du personnage, fait. Exactement. Donc en fait, on est acteur, mais aussi spectateur. Exactement. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose qui se retrouve dans les Silent Hill 1 et 2, dans les Resident Evil 1 et 2. C'est vraiment la démonstration de cette volonté de revenir un peu en arrière aux bases en fait, du jeu d'horreur. Voilà, je disais, même en extérieur, on va juste avoir de la même manière la caméra posée comme si on était dans un arbre, et elle va juste à peine suivre le personnage qui va se balader sur un chemin. On va voir s'éloigner par exemple, au loin, etc. Ouais. C'est un peu ça. C'est ça, quand on va vouloir avoir une interaction avec un meuble ou un objet qui est dans une pièce, on va tout de suite avoir une sorte de zoom, on va se mettre en première personne, donc on voit plus tout le personnage, on a juste une vue sur le meuble. Au pire, on peut bouger un petit peu la caméra comme si c'était le visage du personnage. Par contre, les objets, pour les voir en détail, on va les voir tout de suite comme si c'était dans notre inventaire. En fait, on va pouvoir les tourner directement, mais on voit pas les mains du personnage ou quoi que ce soit. Quand on va vouloir les assembler, il faut aller dans l'inventaire. Voilà, il n'y a pas d'animation. C'est une partie un peu jeu d'aventure à l'ancienne aussi, qu'on le remarque. Par exemple, on avait parlé de Call of the Sea il y a quelques semaines. Pareil, on manie des objets en inventaire. Les objets sont modélisés en 3 dimensions, on peut les tourner, etc. On voit pas les mains. Ça. C'est une composante de jeu d'aventure en tout cas. Ouais. C'est ça. De la même manière, on va avoir un Nemesis très rapidement qui va apparaître, qui s'appelle The Maw. D'ailleurs, petite anecdote, je sais pas si c'est une anecdote, mais en tout cas, le voice acting de ce personnage-là, c'est Troy Baker qui le fait. Donc Troy Baker qui est très connu pour avoir fait Joel dans The Last of Us. Donc une très belle référence et qui continue à faire du très bon travail sur ce jeu, il n'y a aucun problème. Le jeu, pour info, est en anglais sous-titré. D'accord, il n'y a pas de VF.
Et les sous-titres, ils sont lisibles, pas Oui, lisibles, ils sont comment ça se passe? lisibles et on peut complètement les personnaliser. C'est-à-dire que même quand il y a plusieurs personnages qui parlent, on peut leur donner une couleur différente. On peut mettre la taille qu'on veut, on peut mettre en surimpression, en transparence. Enfin, là, par contre, au niveau accessibilité, on est sur L'écran ce qui fait de mieux. Ouais, OK, exactement. ça c'est une très bonne nouvelle. Alors, Ouais. donc là, on a parlé à peu près de la présentation du jeu. Ce jeu, il est quand même, il a fait, date, suite à ses différentes présentations successives, Mhm. notamment pour son gameplay assez, atypique pardon, qui présente donc 2 dimensions et ces 2 dimensions que l'on va, potentiellement vivre en même temps. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah, en gros, voilà, c'est la principale feature qui montre le modernisme. Parce qu'on parlait à chaque fois là, de référence à l'ancien Oui, temps, hein, il y a 20 ans, 30 ans même parfois. Bah là, on va avoir une principale feature qui va plutôt être très moderne. C'est-à-dire qu'on va avoir un système qui s'appelle la déchirure dans le jeu. Où en gros, c'est le passage de notre personnage, donc de Marianne, du monde réel vers au monde spirituel. Cette déchirure-là, elle ne va pas forcément être que dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire on va avoir parfois, même assez souvent, les deux mondes qui vont se mettre l'un à côté de l'autre. Et comme c'est le même monde, quand on bouge dans l'un, on bouge aussi dans l'autre. Et toute la principale feature et en fait une partie de la résolution des énigmes va se faire avec ce biais-là. C'est-à-dire qu'on va avoir comme si on avait deux jeux qui tournaient l'un à côté de l'autre, avec le même personnage qui fait les mêmes mouvements, les mêmes animations, sauf qu'on va avoir des interactions différentes d'un côté par rapport à l'autre. Et notre but pour avancer, ça va être de permettre, si on est bloqué dans le monde réel par exemple, de pouvoir être dans le monde des esprits, de pouvoir débloquer le passage. Et à l'inverse également. Parfois, on va pouvoir seulement être principalement dans le monde des esprits ou dans le monde réel. Mais la plupart du temps, on va avoir cette déchirure-là qui va se mettre. Donc en fait, à l'écran, on va avoir une espèce de split vertical en plein milieu. Et avec les deux mondes qui coexistent. et alors, le personnage est donc apparaît sur les 2 mondes, hein, le monde, réel à gauche par exemple et le monde, spirituel à droite Ouais. et les mouvements sont les mêmes? On contrôle, le personnage de Exactement la les même mêmes. manière sur les côtés? Non, non, D'accord. c'est exactement le même. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas deux contrôles à faire. Vous contrôlez un D'accord, oui, je personnage qui va se ouais, mouvoir dans les deux mondes en même temps. OK. Euh, Alors tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à une référence un peu lointaine et qui n'a rien à voir en termes d'ambiance et de style. Ça me fait penser à Guacamelee. Guacamelee 2, qui était donc un Metroidvania, tout en pixels où, pareil, il y avait en fait une histoire de dimension, mm. où en fait, des passages étaient inaccessibles dans le monde réel, mais pareil, le monde des morts en fait, hein, pour, résumer, ça se passait au Mexique. Le monde des morts, lui, permettait justement de passer, ces niveaux qui semblaient, impossibles dans le monde réel avec juste en fait un switch de gâchette, voilà. Bon bref, c'était pour l'anecdote, mais ça me fait penser. C'est un peu ça, hein, quelque part. C'est un peu ça, puisque de la même manière, dans ce monde des esprits-là, donc comme j'ai dit, il y a des âmes errantes, et c'est la principale interaction qu'on va avoir en fait avec d'autres personnages. Ça va être dans ce monde-là. On va y voir des. Alors, les sujets sont un peu lourds. C'est un jeu très mature. Hein. C'est pas un jeu horrifique. Niveau écriture, tu veux dire? Ouais, niveau écriture, on n'est pas du tout sur un jeu horrifique de base. On va plus se positionner sur un type Silent Hill, véritablement, avec des sujets assez graves, assez crus. On va avoir de la maltraitance d'enfants, on va avoir, Ouais. on va dire, la maltraitance psychologique d'un patron envers un subalterne. Voilà, c'est des sujets toujours très Très actuels d'ailleurs, sociaux au malheureusement. final, hein. Une Très base so- très sociale au final, hein. Exactement. D'ailleurs, Mmh. pour ça, c'est pas anodin, je pense, que ça se passe dans une période comment dire, post mur de Berlin, dans un vieil hôtel délabré de l'ex-URSS, etc., etc. Il y a vraiment une ambiance pesante. On ressent vraiment la pression sociale qu'il peut y avoir, et ces pressions sociales amènent parfois à des extrêmes qui sont décrits dans le jeu. Donc je vais pas spoiler, hein, je vais pas aller plus loin, mais Oui, il y a vraiment des thèmes assez divers. sociétaux, qui font tout le sel du jeu en fait, au C'est final. ça, exactement, exactement. Et en fait, c'est en traitant ces différents Ouais. sujets qu'on va avancer en fait dans le jeu, avec des sortes d'énigmes où on va devoir passer. En fait, il y a deux, comment dire, il y a deux types de périodes. C'est-à-dire qu'on va avoir un moment où on va devoir résoudre des énigmes pour pouvoir avancer dans cette complexe hôtelier. On va devoir débloquer des portes, on va devoir débloquer des ascenseurs, on va devoir passer un escalier, mais qui dans le monde réel en fait est détruit. Donc comment on va faire pour le passer, alors que dans le monde comment dire, le monde des esprits, il est toujours là, tu vois, des trucs comme ça. Et après, on va avoir aussi un moment extrêmement, par contre, très stressant,
avec ce fameux The Maw, hein, d'accord, qui nous poursuit en fait sans cesse réellement dans le jeu, mais qu'on ne peut pas tuer. Voilà, et on retrouve, encore une fois, je fais toujours référence à Resident Evil, à Silent Hill, on va retrouver cet aspect-là où en disant on va devoir se cacher pour lui échapper en fait réellement. Parce que si jamais il vous chope, vous êtes mort. Hein. Ça vous one-shot. Hein. Vous n'avez pas, pas beaucoup de possibilités. Voilà, exactement. Ça n'avait pas beaucoup de possibilités de survivre. Et donc, Et il apparaît souvent, il apparaît régulièrement, c'est alors, un stress omniprésent sans arrêt. alors non, il n'est pas omniprésent justement, et c'est ce qui rajoute aussi du stress, c'est qu'il peut apparaître d'un seul coup. Mais surtout, et là c'est une bonne idée pour moi, c'est que il va apparaître aussi bien dans le monde des esprits que dans le monde en fait des vivants, le monde réel, par une forme un peu différente certes, mais il va toujours être présent aussi. Et donc on va devoir aussi bien savoir comment lui échapper dans le monde réel que dans le monde vivant. Donc on n'a pas d'échappatoire. On peut pas dire bah tiens je m'échappe du monde des esprits pour comme ça je l'oublie. Sachant qu'en plus Alors de ça, justement, ouais, je t'en prie. excuse-moi, je vais éviter. Non, c'est juste la petite réflexion que je me fais, c'est est-ce que ce monde des esprits, ce monde parallèle, est-ce qu'il est déclenchable à tout moment ou est-ce qu'il est imposé par le jeu? Non, il est imposé par le jeu. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, c'est le scénario qui le déclenche. On ne peut pas passer de l'un à l'autre. On peut parfois être un peu plus maître de ce changement-là, de ce switch, on va dire, de monde. Mais c'est seulement parce qu'on doit résoudre à un moment donné une énigme qui demande de faire un switch entre les deux mondes. Mais si d'un seul coup le jeu... Exactement. Mais si le jeu te dit non, ce passage-là, moi j'ai besoin de te montrer des choses ou de te faire vivre des choses qui sont dans le monde réel, bah tu resteras dans le monde réel. Tu peux pas changer comme ça. D'accord. Ok, entendu. Ok, et alors au niveau, on a parlé donc de l'histoire, on a parlé du gameplay, on n'a pas parlé de la technique encore. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? C'est un jeu qui est présenté sur les consoles dites de nouvelle génération, notamment de Microsoft. Est-ce que cela est justifié selon toi? Alors, c'est là qu'on arrive sur la partie où les gens se posaient le plus de questions. C'est-à-dire qu'ok, on avait compris le principe, la personnage naviguait entre deux mondes, etc. Mais surtout, tout de suite, ça avait été annoncé par Microsoft comme étant une exclue nouvelle génération. Et donc les gens se sont dit, ah, bah, ça veut dire que derrière, il y a des choses qui ne sont pas possibles sur les anciennes. Puisque bah, du coup, si j'ai besoin de la nouvelle console, il faut me donner une raison. Pourquoi est-ce que je dois acheter cette console-là pour pouvoir y jouer? Graphiquement, c'est pas une claque. Mais ça n'a jamais voulu l'être en fait, concrètement. On n'est pas sur un jeu triple ou quadruple A. On est sur un jeu, alors pas un petit jeu, voilà, un double A, on va dire. Le jeu dure une dizaine d'heures maximum. Hein. D'accord, pour vous donner une idée. La rejouabilité est assez mince puisque bah, comme c'est des énigmes, bon, voilà, on peut avoir parfois une ou deux fins ou plusieurs façons de résoudre l'énigme, mais c'est assez restreint quand même hein, au final. Aujourd'hui, c'est pas au niveau graphique qu'on va retrouver le besoin de passer à la nouvelle génération. Par contre, ce qui est sûr pour moi, c'est que je suis persuadé que ça ne tourne pas sur Xbox Fat, ni sur Xbox One S, donc pas la série S, hein, j'en sais. Toutes les anciennes en fait. Voilà, exactement. Terme, ouais. Je pense que ça ne tourne pas dessus, parce que malgré tout, la qualité graphique est quand même présente. Et encore une fois, je vous rappelle que comme les deux mondes doivent coexister, le jeu en fait doit réellement tourner deux fois. Donc oui, le jeu, voilà. Donc le jeu, exact. Donc le jeu doit sûrement pouvoir tourner sur One X, parce que la One X a un potentiel de puissance un peu plus important. Mais si on le sort sur One X, bah on est obligé de le sortir aussi. Ça c'est la problématique, c'est qu'on est obligé de le sortir sur One classique et One S quoi. Et donc ça, je pense que les développeurs. Voilà. Et le problème c'est que ça ne peut pas tourner sur ces, voilà. Et ça peut pas tourner sur ces consoles là. Ça ne peut pas. C'est dommage parce que moi j'ai une One X. Alors moi aussi. Voilà, mais du coup le jeu je l'ai fait sur voilà, du coup moi le jeu je l'ai fait sur PC. Hein. Je l'ai fait sur PC et il tourne très bien sur PC, il y a aucun problème à partir du moment où vous avez quand même un niveau de config assez on va dire moyen plus, on va parler comme ça. Moyen plus, ouais. Ouais. Mais concrètement oui, il tournerait pas en dessous de One X. Donc ils n'ont pas pris le risque de dire on va mettre une version au rabais qui tournera pas sur les consoles plus anciennes. Ça va être toute la problématique des jeux qui vont sortir à partir de maintenant, c'est-à-dire que du fait des consoles plus anciennes qui datent quand même pour la plupart de 2013, hein, les Xbox Fat c'est 2013, les S ça doit être 2-3 ans plus tard, les One X 2017, quelque chose comme ça. Bref, Microsoft est obligé de faire un choix, et ce choix, c'est de privilégier la nouvelle plateforme. Moi, je pense qu'à raison, hein, c'est pas mon avantage, moi qui ai une One X à la maison,
et donc intègre le Game Pass, notamment Oui, Ultimate, automatiquement. Comme c'est un studio ouais, Microsoft, de toute façon, ça l'intègre directement. voilà. Donc le Euh, problème, c'est que si vous n'avez pas de PC, et vu que les consoles de nouvelle génération peinent à se rendre disponibles, bon, mm, le jeu va peut-être manquer un peu d'audience. Voilà, ça peut être un c'est risque, ça. C'est ça. à terme. J'ai une dernière question Dis-moi. à te poser, et après on finira notre épisode. Est-ce que le personnage, principal est sympathique, antipathique, charismatique? Est-ce qu'il a quelque chose, qui fait qu'on a envie de faire l'aventure, avec elle ou lui? Alors, elle est plutôt. Alors, c'est elle, du coup, c'est Marianne. Ouais, c'est oui. Elle est plutôt empathique dans sa façon d'être. Elle est Ah, très empathique. d'accord, C'est justement un des traits qu'a voulu lui apprendre, on l'apprend au fur et à mesure du scénario, son père adoptif. d'accord. En gros, pour lui, c'est plus une bénédiction qu'autre chose. Et on va voir qu'au fur et à mesure de l'aventure, elle va aider certaines âmes justement à passer au-delà, de ne pas rester bloquée. Donc elle a toujours ce côté empathique qui va être présent. Au tout début, voilà, pour pas spoiler, mais c'est au tout début, donc c'est pas un souci. On va Ouais, rencontrer en fait une petite fille dans le monde dans le monde spirituel. Elle va vouloir, certes, elle va avoir besoin d'elle, donc elle va essayer d'aller dans son sens, mais on sent qu'elle y tient. À un moment, elle la perd de vue, elle se demande ce qui se passe, elle appelle un petit peu à l'aide, elle lui demande qu'est-ce que tu as besoin, etc. On va plutôt être là-dessus. C'est pas le personnage le d'accord. plus charismatique du jeu vidéo, on va être très Mais clair. attachant peut-être? Attachant Mais peut-être? voilà, dans sa façon d'être, c'est pas, elle est pas du tout caricaturale en fait. Voilà. C'est pas froid, ni Non, caricatural, ni, pas du tout. non. Elle est pas caricaturale et Ouais, donc c'est du humaine au coup final, quoi. on, voilà exactement, et donc du coup on arrive à très simplement en fait l'accepter dans son gameplay, y a aucun souci. On n'a pas de choix non plus à prendre. Oui, Donc ça n'agit pas non plus sur sa façon d'être. Donc oui, je vois ce que automatiquement, tu voilà, comme tu l'as dit, on reste toujours pareil avec ce système de caméra, on reste un peu spectateur quelque part. mmh Donc on mh. ne pourrait pas avoir de choix précis sur sa façon d'être, sur ses réactions par rapport à d'autres personnages. Oui, on dirait un personnage de film. Alors, on en discutait, hein, juste avant l'émission, en effet, le manoir, les plans de caméra fixe, cinématographiques, bon, il y a, quelque chose d'Hitchcockien, mais tout comme, Silent Hill, s'était, inspiré, du grand maître, du cinéma, mais voilà, le grand hôtel, Hmm. avec, des événements, un peu sordides et cetera. Bon, ça ramène à Psycho et à d'autres films. En tout cas, ont une bien belle, exclusivité, moi je trouve, Oui, c'est un bon jeu. On pour la passe un bon console et moment. Microsoft. C'est un bon jeu, voilà, on passe un bon C'est pas le jeu moment. qui va faire vendre la console, on va être très clair, parce que c'est pas son but non plus, mais on passe un bon moment. Pour ceux qui ont envie de découvrir un peu les jeux horrifiques, c'est un bon moyen d'y mettre le pied dedans. Voilà. En Euh, fait, en gros, c'est un jeu horrifique japonais, mais mis un peu à la sauce, oui, occidentale, si mais je comprends bien. un peu réactualisé et un peu occidentalisé par ses thèmes, en fait, réellement. D'accord, OK, bah, très bien. Bah, merci beaucoup, Doki Doc, Merci. et on vous dit, à tous, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, au revoir.